avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un réveil en notre compagnie. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver. Comme chaque matinée, en tout cas moi je le suis. Ravie de vous retrouver chaque mercredi matin dans votre espace, dans bien sûr cette émission qui vous accompagne de 8h30 à 10h les jours de semaine et de 9h à 10h30. Les week-ends, nous serons ensemble jusqu'à 10h évidemment avec nos invités, les rubriques habituelles donc du mercredi matin. Aïda Machri dans un tout petit moment, aujourd'hui dans sa rubrique psychologie. Elle nous parlera donc des conflits conjugaux et surtout les enfants qui sont témoins de ces conflits conjugaux. Elle va nous en parler en détail et prendre en charge cette problématique. Nous aurons également Hamid Belkacem dans cette émission donc à travers l'environnement. Aujourd'hui, il nous parlera du développement durable à travers bien sûr cet impact, l'apport de l'imagerie satellitaire dans la prévention et la réduction des catastrophes naturelles, notamment les dernières inondations donc de Chlef. Nous allons y revenir avec des spécialistes qui seront sur notre plateau. Le président du club des Algériens des risques majeurs, nous l'avions reçu déjà, nous avions évoqué bien sûr les risques majeurs et comment travailler avec les collectivités locales. Nous aurons également chef de service de centre des applications spatiales, l'agence spatiale, pour nous parler bien sûr des images prises qui sont indispensables pour prévenir ces risques majeurs. Nous aurons également Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Elle-même nous parlera donc d'une très belle exposition, une exposition au niveau donc du Palais de la Culture, une exposition collective d'artistes peintres. Et puis elle reviendra sur le parcours d'une galeriste, elle qui a donc consacré de nombreuses années à la peinture algérienne. Voilà. Et puis on aura le plaisir de revenir sur une actualité bien sûr qui va intéresser tous les amoureux donc de la littérature. C'est le salon du livre, salon national du livre. Donc ça sera au niveau donc du Palais des Expositions du 11 au 20 mars. Et bien sûr nous y reviendrons à travers notre invitée Nora Bouzida qui sera parmi nous. On terminera l'émission en musique avec un auteur et qui lui est amoureux donc des lettres puisqu'il est aussi auteur d'ouvrages mais aussi chanteur cherbi. Nous aurons le plaisir de le recevoir. Il s'agit de Rachid Rezagui qui sera notre invité en dernière partie d'émission. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. On n'oublie pas, cette émission est sponsorisée par Coral Peinture et bien sûr tout au long de l'émission on verra le spot. On accueille comme il se doit Amel Haribi tout de suite pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Elle est là, elle est en forme. Comment ça va Amel? Ça va Amel. Et vous? Bien, oui. Alhamdoulilah. Alors le salon du livre d'Alger, oui, salon national, c'est pas le SILA encore. D'accord. Le SILA, on aura l'occasion. On en parlera bien sûr avec nos spécialistes du livre tout à l'heure sur notre plateau. Alors, les nouvelles sont bonnes? Oui, on va dire le retour des beaux jours malheureusement hein, sur le nord. Hein. Pas suffisamment de pluie non, encore. Non, pas trop encore. Ouais. On attend les barrages, on attend que les barrages se remplissent. Mais en ce moment, il y a une vigilance orange sur Béchar, Bni Abbès. Ouais. On a peur justement du mauvais temps et des inondations. Voilà, les inondations surtout, hein, les catastrophes. Exactement, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Vous allez suivre avec Hamid Belkacem. Avec plaisir. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien hier, Météo Algérie a émis une vigilance orange valable jusqu'à cet après-midi 15h. Des pluies localement assez soutenues sur la wilaya d'Al-Bayad, Béchar également Bni Abbès, où des quantités de pluie varient entre 20 et 30 mm durant cette période. Eh bien pour aujourd'hui, de belles éclaircies devraient percer durant cet après-midi sur l'ouest, le centre. Par contre à l'est, excepté quelques pluies durant la journée avec des vents assez forts sur le haut plateau et
et les Aurès. Eh bien, la moitié sud, on aura aussi un temps souvent nuageux. Vers le Bécharois, le Nord Sahara, bien baisse, des pluies orageuses localement assez marquées durant la journée. Un temps voilé à nuageux vers l'extrême sud, le Egert Tassili, également le Sahara oriental. On aura quelques pluies parfois orageuses. Des pluies également prévues vers les oasis et des soulons de sable vers le sud-ouest, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara central. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés du côté d'Al-Bayad, 13 Constantine, 16 Tizi Ouzou, 11 Djelfa, 10 degrés à Batna, 17 Alger, Oran Tlemcen, 13 à Tiaret, 16 degrés à Naba, au sud 16 également Béchar, Biskra, Gardaya, 24 à Ilizi, 25 à Tindouf, 29 Insalah, 32 degrés à Janet et enfin 39 degrés le maximum à Ingzam. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre et 40 à 50 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. On va faire un petit tour vers la partie nord de l'Afrique où aujourd'hui on aura des éclaircies. Plus exactement au Caire, des passages nuageux. À Tunis, Tripoli, également Niamey, Nouakchott, un temps nuageux à l'Aïon occupé. Le mercure affichera 18 degrés à Rabat et Tunis, 19 à Tripoli, 35 au Caire, 40 à Khartoum, 41 degrés à Niamey et le maximum cette fois-ci à N'Djamena avec 42 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, les nouvelles sont dites et c'est bon, donc le ciel va être clément C'est quand même l'amélioration, aujourd'hui. C'est vrai malheureusement. qu'en tout début de matinée, il y a un petit peu d'humidité. Il pleut un petit peu. Un tout Hier, petit il a peu. plu un tout petit peu sur Exact, Alger. ouais, Mais pas bon, trop. ça s'éclaircit très vite, hein. Malheureusement, Bon. oui, pour nous. En attendant, de Inch'Allah, meilleurs il y aura jours. de meilleurs jours. Merci Amel. C'est moi. À tout à l'heure. À tout à Midi et 19h pour notre bulletin météo. On va vous laisser repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Alors, cette fois-ci, on va vers l'international, donc avec une chanson Diana Krall qui chante Let's Fall in Love.
Moment de jazz et avec bien sûr ce clip bien imagé, ça rappelle en tout cas de bons moments entre couples. Et bien c'est ce que va essayer donc de nous apporter Aïda Mchri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle va parler des conflits conjugaux et surtout comment est-ce que les enfants, quand ils sont témoins, ça peut impacter justement leur adolescence, leur vie totalement, et ça va complètement les impacter à travers donc ce vécu. Alors Aïda, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Alors Yazid vous a choisi une belle chanson pour une belle chanson, introduire une belle thématique. Une belle thématique. Exactement. On revient sur quelque chose qui nous... voilà, on frôle toujours ces problématiques dans les familles, dans les demandes d'aide, chez les proches, les collègues, mais souvent on n'a pas, ou on trouve pas les bonnes solutions. Quelle est la formule magique là qui pourra nous aider à mieux gérer les conflits? Comment on peut accompagner nos enfants? Comment on peut les rassurer? Comment on peut apaiser leur angoisse? Sachant bien qu'il n'y a pas le monde parfait. Exactement. Il n'y a pas de monde parfait, comme vous le dites souvent, mais il faut essayer donc de l'améliorer. On a vu tellement de faits divers terribles, des catastrophes, des décès, des foyers éclatés. Et c'est triste de voir ça parce que ça se répercute directement sur la vie donc des enfants et de la famille en général. Moi je crois, regarde, la dynamique qui relie les gens, ça commence toujours par une histoire d'amour. Il faut qu'il y ait le début, qu'il y ait une histoire d'amour. Voilà, comme la chanson qu'on vient de voir. C'est très beau, c'est très calme, etc. Voilà. Mais on va dire que le conflit lui-même est vital. Il n'y a pas comme ça quelque chose qui va continuer dans le temps sans rien. Voilà, c'est pas linéaire. Non, le conflit, il vient pour nourrir cet équilibre de force, pour pouvoir vraiment juger, dire les choses, prendre une place, équilibrer quelque chose, pour pouvoir vraiment se placer. Et ça ne se fait que s'il y a le respect, l'échange, une communication. Donc, quand il y a un petit conflit comme ça, où la situation est conflictuelle entre les parents, dans le couple. Une mésentente. Voilà, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ça, c'est notre manière de gérer. Et puis, ça diffère. Il y en a ceux qui prennent le dessus avec une parole plus forte, d'autres qui vont élever la voix, d'autres qui vont vraiment choisir une tactique stratégique du silence, voilà, ne rien dire momentanément et puis relancer la discussion. Après, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est invité à parler d'autre chose. C'est une violence conjugale. Ça veut dire... Si on se blesse, ou si l'un blesse l'autre, ce n'est pas pour lui permettre d'évoluer ou de changer. Ce n'est pas pour l'inviter à construire quelque chose. Parce que je peux disqualifier l'autre pour le pousser à faire un effort, à réfléchir, à construire surtout, à donner quelque chose. Voilà, regardez cette image comme elle est parlante et comme c'est triste de voir ça. Les enfants sont témoins très souvent de ces éclats de colère. Et ça les rend très tristes. Absolument. Je crois qu'on trouve cette colère chez les enfants qui vont palper une violence qui va détruire. Un échec, quelque chose qui est dans ce rapport de force, mais ce n'est pas placé pour construire, c'est placé pour détruire. L'enfant, il comprend, quand on le corrige, comme ça on l'invite à prendre quelque chose, à construire, il comprend que c'est dans son intérêt, même s'il pleure, il y a quelque chose comme ça qui est secoué dans le fond de ses émotions, qui comprend que ça fait partie de l'éducation des parents. C'est comme ça, on veut, il faut que tu respectes ça. Voilà. Mais si ça se construit dans la destruction, ça veut dire faire du mal à l'autre, que ça soit physique ou verbal. Aujourd'hui, on parle de violence. Vous savez, le mot, des fois, il est beaucoup plus dur que le coup lui-même. C'est vrai. Donc, bousculer... L'indifférence, la violence des mots. Voilà. Et c'est pour ça que je crois que le concept a beaucoup évolué, d'où l'importance de la thématique aujourd'hui. Yazid nous invite à revoir les choses, comment on pourra les présenter aujourd'hui. Là où il était témoin, un enfant témoin, parce qu'il est partenaire avec les parents, avec sa maman, quand il vit une situation de violence. Il était témoin, après il était exposé, on pouvait dire qu'un enfant il est exposé. Actuellement, on peut parler d'un enfant victime, carrément, parce qu'il y a des séquelles, parce qu'il y a un événement traumatique qui le bouscule de l'intérieur de lui-même, et ces séquelles, l'impact de ces séquelles peut être vraiment fatal pour le développement de sa personnalité. Et l'enfant, quand il est victime une première fois, ça le traumatise. Donc il se met sans arrêt donc, à pleurer pour justement changer les choses, essayer d'éveiller.
Regarde, Amel, si on avait cette formule linéaire comme ça, on pouvait bien choisir une réparation qui sera adéquate à ces comportements d'enfant. Mais vous savez, l'enfant, il est très énigmatique. Il y en a ceux qui gardent le sourire, mais ça bouillonne de l'intérieur. Il y en a d'autres enfants qui présentent vraiment un visage très joyeux, ils sont en train de jouer, mais ils griffent tout le temps. Il peut mordre les enfants autour de lui. Il peut, par exemple, manifester des comportements là où on ne comprend pas pourquoi il explose comme ça avec une agressivité de l'intérieur. Mais ce sont ces petits comportements qui vont nous inviter à lire un tout petit peu le contexte dans lequel il se retrouve. Est-ce qu'il est dans la reproduction de ces événements? Exactement. Est-ce qu'il est en train de manifester quelque chose là où, vous savez, le problème des enfants, c'est que quand nous, adultes, on a un souci, on peut le verbaliser, on peut l'élaborer. On peut, mais l'enfant, voilà. Voilà. Il a une difficulté à pouvoir élaborer, exprimer ses expériences parce qu'il ne sait pas faire. L'enfant, il va apprendre à le faire avec ses étapes de développement. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger un enfant de vraiment dessiner un chef-d'œuvre, d'écrire une poésie, de pouvoir vraiment exprimer une expérience. Il y a beaucoup de femmes, très tôt matin avec les collègues, elle est là pour parler de ses soucis. Exactement. Il y a les maris aussi qui partagent un peu leurs difficultés. Et les enfants écoutent tout. Et ils assimilent tout. Et ça dépend bien sûr de l'âge, mais l'enfant est très impacté par justement ces situations. Plus que ça. Plus que ça. L'enfant, il a un sentiment de dépendance. Vous savez, il n'est pas autonome. S'il vit, c'est grâce à l'autre. Ça veut dire ses parents, ils sont là pour le protéger, ils sont là pour le nourrir, pour lui donner cette sécurité. Si ça explose chez les parents, ou les parents se déchirent, il palpe ça, il va prendre ça. Ce sont des angoisses qui le menacent, parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir se projeter ailleurs. Quand chez les amis, avec l'âge adulte, on peut vraiment choisir notre espace. Parler, négocier, voilà, dire je ne peux pas vivre ici, ça ne m'arrange pas, tout ça. L'enfant n'a pas la capacité d'élaborer ça, parce qu'il est dépendant par une relation amoureuse de ses parents. Il ne peut pas aimer une autre mère, c'est sa mère. Il ne peut pas aimer un autre père, c'est son père, ce sont ses parents, que ce soit biologique ou ceux qui l'ont élevé. Donc les adultes qui l'entourent, ce sont eux la vraie école de cet enfant. Il va palper, il va prendre ce qu'ils sont en train de lui donner. Donc ce n'est pas étonnant. Comment on peut demander à un enfant de nous offrir une sécurité, un esprit, une attention, une écoute? Là, comment il pourra le construire? Il ne le saura pas parce que notre modèle ne lui a pas permis de pouvoir vraiment vivre cette belle expérience. D'où le cadre thérapeutique. Vous savez, les thérapeutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent accompagner cet enfant, qu'on va appeler victime de ces situations, de cette violence conjugale, pour lui permettre de justement élaborer, placer une phrase, dire quelque chose, transformer ces angoisses, ces images, ce vécu vers quelque chose qui pourra le rassurer quelque part, pour qu'il puisse à son tour comprendre que la vie n'est pas linéaire de cette manière. Parce que vous savez, Amel, quand ça explose dans le couple, ça ne s'arrête pas avec la séparation. Donc ça malheureusement, malheureusement, ça, même après le divorce, il se déchire. Absolument. Les couples continuent, les parents, parce qu'ils sont en train de négocier cette place. Tu l'as éduqué de cette manière qui est contraire à notre manière, à notre famille. Tu n'as pas bien pris soin de lui. Il y a quelque chose comme ça. Et puis dans cet échange, il se retrouve au milieu de ce conflit. Et c'est très difficile à vivre. Ils n'ont rien demandé. Ces enfants n'ont rien demandé. Ils sont juste les enfants donc, de ce couple. Absolument. Et peut-être aujourd'hui, si on parle de cette situation pour inviter les gens à dire qu'il ne faut pas banaliser ce vécu d'enfant. On a beaucoup dit dans ma société, chez les familles qu'on avait l'habitude de rencontrer, qu'ils sont petits, qu'ils ne comprennent pas, que voilà, ça sera comme des souvenirs, il va grandir, il va oublier. On n'a pas oublié notre histoire, on n'oublie jamais, l'enfant n'oublie jamais. Il reproduit ce qu'il a appris, c'est une école. Souvent, ils disent que voilà, un enfant n'est pas conscient, que voilà, il ne va pas interpréter juste les choses, il ne va pas comprendre, il ne va pas donner du sens. Il ne saura pas donner du sens quand il est petit, mais quand il grandira, il va comprendre ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été vécu chez les parents. Du coup, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, d'abord, c'est d'aider ces gens. Souvent, ce sont des couples qui se referment,
Parce que Oui. vous savez, quand il s'agit de conflits, on n'a pas honte. On peut dire, voilà, je suis en conflit, ça n'a pas marché, que ce soit par rapport à l'argent, Mais une par rapport... entente, une mauvaise entente dans le couple, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Non, mais c'est compliqué quand on est victime devant le prédateur ou devant l'agresseur. C'est cette force d'échange. Souvent, on n'a pas la force de pouvoir témoigner ou parler de cette situation. C'est vrai. D'où il y a la culpabilité, il y a la peur, il y a la honte. Oui. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont de la honte de pouvoir parler Ou alors de dans une l'agressivité société, dans laquelle ils on peuvent vous vivre. dira il faut patienter, ça va s'estomper avec les années, etc. La famille dit toujours ça en général pour essayer de calmer les choses, pour ne pas envenimer les choses. Je ne vais pas enlever ça, parce que vous savez, ça c'était l'art de nos grands-mères, de nos mères, comment elles ont su transmettre, transformer, reconstruire la dynamique de la famille pour pouvoir vivre réellement les histoires d'amour. Vous savez, l'amour, ce n'est pas dans les paroles. L'amour, c'est quelque chose dans l'échange, dans le respect de l'autre, même si on n'est pas d'accord sur le même sujet, mais il y a quelque chose comme ça dans cette place qu'on donne à l'autre qui fait qu'elle nous nourrit quelque part. Exact. Mais vous savez, le plus important, c'est qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça sorte un tout petit peu de tout ce qui peut être disqualifiant et tout ce que ça peut être terreur. Parce que là, la violence, elle ne revient pas en arrière. Ça monte en crescendo. Tout ce qui était verbe, geste au début, tout ce qui était quelque chose comme ça dans le rejet, avec du temps, ça se transforme vers un acte physique. Ça veut dire... Je ne supporte pas aujourd'hui, mais demain avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés, vous savez, ce rejet prend de l'ampleur parce que ça monte, il y a quelque chose comme ça qui monte. Je crois que il faut trouver cette formule de redynamiser parce qu'on ne trouvera jamais les vrais parents biologiques pour l'enfant, sauf pour les parents qui ne sont pas faits pour vivre ensemble. Voilà. Il y a des gens, même dans l'islam, on parle de ces couples qui ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils sont très très différents. À ce moment-là, oui, pouvoir travailler la séparation pour continuer à vivre ensemble, pour le bien. Et ça se fait très bien par Absolument. la suite. On a vu des cas pareils. Alors, aujourd'hui, pour clore et surtout pour résumer, quels conseils vous donnez? Donc, vous donnez des conseils aux parents d'abord? Je crois qu'il faut vraiment parler rapidement quand il s'agit de cet ordre, les choses, quand ça sort des événements du quotidien. Et on balance le conflit constructif vers une violence qui se place. N'hésitez pas à appeler, que ce soit le numéro vert pour dénoncer, le 1111, je reviens à le préciser pour aider justement ces mamans à mieux comprendre les situations, pour mieux construire leur couple. Protéger leurs enfants. Les thérapeutes aussi. Les thérapeutes qui seraient, je crois, les premiers professionnels directement liés, qui ont l'art et la manière et la parole et le cadre pour pouvoir apaiser ces tensions et puis revenir à aider l'enfant. Il n'y a pas une autre formule. Il n'y a pas baguette magique. Soit on répare, on permet de reconstruire, récupérer, soit c'est des séquelles à vie qui peuvent toucher le comportement de l'enfant. Aider l'enfant à poser des mots sur ce genre de conflit et surtout de détresse. Parce qu'ils sont en détresse. Absolument. Merci Haïda. Merci à vous. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. En attendant, je vous dis bonne journée et bon courage pour votre action au quotidien. Merci. Allez, on continue. Vous le savez, c'était donc la journée internationale des droits de la femme. Donc, ça a été célébré partout dans le monde. Nous allons revenir sur justement une personnalité qui est marquante dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est chef d'entreprise. Il s'agit donc de Leïla Akli, qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans nos émissions. Je vous laisse apprécier cette interview réalisée par Nour Moqaddam. J'aurais aimé investir dans des entreprises portées par des femmes. Donc ça, c'est vraiment un positionnement fort que je voulais prendre. De toute façon, dans l'entreprise que je dirige déjà, on a ce penchant. On a toujours soutenu des initiatives portées par des femmes ou en rapport avec l'autonomisation des femmes. Donc même dans l'investissement, j'aurais aimé investir dans des entreprises portées par des femmes pour que justement je puisse partager même mon expérience de femme entrepreneur. Et voilà, donc je cherchais des projets et il y a quelques mois, j'ai été approchée par deux Sarah et Hamou. Vous allez faire leur connaissance dans les mois qui viennent. Ce sont deux jeunes femmes extraordinaires qui ont lancé un projet qui pour moi est absolument novateur dans notre région. Donc elles ont décidé de lancer un incubateur pour porter les projets féminins, mais aussi lancer quelque chose qui est entièrement nouveau, c'est un club de business angels pour soutenir les projets féminins. 100% féminin. 100% féminin, donc même s'il y aura des hommes dans le groupe d'investisseurs, mais les projets que nous allons supporter
ce seront exclusivement des projets féminins. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez investi dans d'autres activités qui vont bientôt voir le jour aussi? Tout à fait. Donc depuis 2 ans, je travaille à développer donc l'activité, mon activité personnelle et celle de mon entreprise. Et cette année, nous avons investi dans 3 entreprises dans le e-commerce. Donc il y a 3 très beaux projets qui vont voir le jour, essentiellement donc e-commerce. Parce que justement on a été sensible avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, donc les gens étaient un peu cloîtrés chez eux, ils n'avaient pas la possibilité de faire leurs courses ou de faire des achats. Donc on a pensé à des métiers où le e-commerce n'était pas encore assez présent. Et donc ce sont ces projets-là qui vont être développés dans les mois qui viennent. Très bien. Leïla, vous n'êtes pas sans savoir que demain, c'est la journée internationale des droits de la femme. Vous aimeriez dire quelque chose? Alors oui, alors s'il vous plaît, au lieu de nous offrir des 20-30% sur du cosmétique, prenez cet argent, investissez-le réellement dans quelque chose qui pourrait apporter de la valeur aux femmes, le monde associatif, le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que ce serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus aussi valorisant pour le genre féminin. Excellent. Voilà, c'était une interview réalisée dans le cadre de l'entretien de la semaine à la veille donc, du 8 mars. C'était donc une interview qu'on a pu retrouver, qu'on peut retrouver également sur le web de Canal Algérie. Voilà, on retrouve Hamid Belkacem comme chaque mercredi matin dans sa rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Ça va. Attristé un petit peu par ce qui nous arrive. Exactement. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'environnement, l'environnement est toujours associé, on parle beaucoup plus de développement durable que d'environnement. Et le développement durable, il y a des facteurs, dont l'eau. Oui. Quand on parle des ZWED, les ZWED sont des véhicules, ce sont des vecteurs de transport de l'eau. Sauf que dans un certain nombre de pays, dans le nôtre, lorsqu'il y a une mauvaise gestion de ces espaces, dès qu'il pleut, c'est un don du ciel qui se transforme en drame. C'est ce qui, ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont des choses qui arrivent de plus en plus. Et avec ces bouleversements climatiques, on va avoir un peu plus d'inondations dramatiques, malheureusement. Comment va-t-on se préparer face à ces défis générés, provoqués par les bouleversements climatiques en faisant de la prévision, en faisant de la prévention des risques majeurs? C'est pour cela que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur le professeur Abdelkrim Chelour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes enseignant-chercheur, mais surtout président du club algérien des risques majeurs. Voilà. Si l'on devait revenir sur ce qui s'est passé à Chlef, ou à Dmitinassa, quelle serait l'origine de ces inondations? Il a plu, le BMS avait été donné, largement diffusé. On pouvait s'attendre à ce genre d'inondation? Vous savez, le niveau des précipitations qui a eu lieu à Oued Meknessa est tout à fait normal. Le BMS a été donné par la météo. C'est juste normalement pour prévenir les habitants pour prendre leur disposition, pour les problèmes de circulation, je dirais. Quand je me suis déplacé, j'ai vu sur place, in situ, j'ai pu déduire qu'il n'y a pas, de par le retour d'expérience, il n'y a aucun enseignement absolument n'a été tiré par, je dirais directement, comme vous me connaissez, par les pouvoirs publics. Parce que les autorités locales. Les collectivités locales, parce que la gestion des risques majeurs relève de l'État. Et puis, la prévention, la stratégie de prévention, normalement, elle a été élaborée, elle est tellement développée dans la loi 04-20 du 25 décembre 2004, à laquelle vous avez participé, Hamid. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Là, on a même demandé une actualisation. Malheureusement, même la loi, l'originale, elle n'a pas, la version originale n'est pas appliquée sur le terrain. Donc, que voulez-vous faire si l'aménagement urbain ne respecte pas les PER, les plans d'exposition au risque
d'inondation. Et ça ne suit pas, parce ça que ne suit très pas. souvent, vous veniez, vous êtes déjà venu sur notre plateau. Sur tous les plateaux, madame, sur tous les plateaux. Depuis 3 jours, je suis passé sur une dizaine de plateaux. Mais nous, en prévention, nous-mêmes, nous avions reçu justement, avec vous, bien avant ces catastrophes. On parlait de ce club, on parlait bien sûr de ces interventions des spécialistes, des chercheurs et surtout de l'agence spatiale qui est un élément indispensable. Et combien de séminaires nous avons fait dans le cadre de la prévention et la gestion des risques majeurs, avec des recommandations. Nous sommes une force de proposition, on n'est pas l'État, nous. Vous savez, nous sommes des experts, nous sommes des scientifiques. Donc, vous exposez. Nous exposons et notre souhait, c'est que toutes les propositions soient mises en valeur sur le terrain, parce que les risques, vous prenez l'inondation, c'est le risque majeur le plus facile à gérer. Ce n'est pas le séisme. Le plus facile à gérer. Le séisme est imprévisible, imprédictible et non négociable, je vais vous dire. Mais les inondations, il y a le BMS, on savait qu'il va y avoir des précipitations, donc, et on savait. Si vous prenez la loi, nous avons mis en place ce nous avons appelé le PGP, le plan général de prévention, qui est sous-tendu par deux éléments, le système de veille et le système d'alerte. Donc, vous savez, le système de veille, normalement, c'est pour cela que je dis les collectivités locales, ils auraient dû veiller au nettoyage de Oued Meknès. S'il était bien nettoyé, bien entretenu. S'il n'y avait pas eu de déversement, il n'y aurait pas eu une seule victime, je vous dis. Bien au contraire, on aurait fait la fête, parce que 24 heures avant, les autorités ont demandé aux Algériens d'aller faire la prière. Voilà, on le voit sur les photos. Parce qu'il y a le risque majeur, sécheresse, qui menace ce pays. Exactement. Et une journée après, c'était le drame, comme l'a dit Sihabi. Exactement. Vous savez, ce qui est un petit peu affligeant, c'est de voir à chaque fois ces inondations à répétition. Or, il y a des institutions en Algérie qui travaillent. Je pense particulièrement à l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, qui a cartographié, qui a géolocalisé un certain nombre d'ouvrages, qui dispose d'une imagerie satellitaire très précise, et le professeur va nous le dire, professeur Chelroum. Aujourd'hui, la cartographie des zones inondables est disponible au profit des collectivités locales. Géoréférenciée. Géoréférenciée, c'est-à-dire fine, précise, qu'on peut interroger interactivement, que ce soit les séismes, que ce soit tous les risques majeurs. Alors, je ne comprends pas, parce que là, il y a... Et on arrive à des situations où il va falloir faire... beaucoup donc, de dégâts matériels, mais aussi, bien sûr, en vie humaine. Malheureusement. Il y a eu donc une victime et surtout donc, des personnes qui ont été... Voilà, il y a des victimes, 10 victimes. Et il y a eu donc des personnes traumatisées, à vie aussi. Et moi, je vais vous dire, des enfants. La situation co-catastrophe, c'est-à-dire c'est la plus redoutée, c'est au moment de la survenance de la catastrophe. Heureusement qu'il y a l'intervention de la protection civile, qui est un organe d'État des plus performants maintenant. Il s'est forgé. Ce sont depuis les inondations de Bab el-Oued. Ça fait quand même 20 ans, professeur. Et on n'a pas beaucoup appris en 20 ans en termes de prévention. En matière de prévention et d'anticipation. Parce que, vous savez, il y a la triptyque savoir pour prévoir afin de pouvoir. Oui. Très, très important. Maintenant, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prévoir. Et donc, vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir, malheureusement. La science est là, à partir de l'espace, à partir des universités. Il y a au jour d'aujourd'hui des masters en prévention des risques majeurs, beaucoup. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter, de mettre autour de la table pour aller vers une meilleure prévention, professeur Chelroum? Une application sur le terrain. Application de la loi? Honnêtement, Cheikh Hamid, j'avais proposé dernièrement dans un grand séminaire. Voilà, un véhicule charrié par les eaux. Dans un grand séminaire qui a eu lieu le 9 et le 10 décembre au niveau du cercle de l'armée, j'avais proposé la mise en place d'un observatoire national pour compléter justement la délégation, pour venir en aide à la loi 0420 sur les risques majeurs, avec un prolongement au niveau de toutes les communes et de toutes les wilayas. Parce qu'il faut qu'il y ait un monsieur risque
désignation des monsieur risques régional, communal et national. Sinon, avec les 10 risques majeurs qui guettent ce pays, cette population, il faut vraiment faire très très attention. Moi, je demande à l'État d'être très très vigilant. Voilà, ça c'est pas, vous savez, un gros tremblement de terre n'est pas l'inondation de Oued Meknessa. Exactement, voilà. C'est encore plus grave. Voilà. Et c'est très difficile de pouvoir le prévoir surtout. Hein. C'est imprédictible. Voilà. Ça peut arriver maintenant. Les inondations avec l'agence spatiale, avec la météo, bien sûr, on arrive à faire des BMS. Voilà. En tant que club, vous avez en principe des membres qui sont un petit peu partout sur le territoire. Vous avez aussi cette possibilité de médiatiser. On n'est pas étatique. Vous savez, nous sommes un club qui a été mis en place juste après le colloque international sur les risques majeurs, le 14-15 mars 2004. Il a juste pour mission de développer des études scientifiques, et là, on le fait sur les risques, les 10 risques majeurs. Je ne vous cache pas, pour chaque risque majeur, j'ai pu mettre en place depuis 2004 pratiquement une cinquantaine d'études par risque majeur. Alors vous multipliez 50 par les 10 risques, vous voyez un peu, comme il l'a dit, c'est Hamid, tout dépend des localités. Des Master 2, des doctorants, donc on en a, et nous avons ces documents, nous avons tout en matière de cartographie fine, en matière de simulation numérique, en matière d'intervention en situation dégradée. Donc maintenant, nous avons opté pour une collaboration directe avec l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, et la protection civile, où il y a des gens très très compétents. Et là, j'espère qu'avec ces deux segments, on peut forcer ces recherches que vous mettez en place. Et surtout, je dois dire que le ministre de l'Intérieur actuel, il y a une volonté, j'ai pu détecter une volonté avéré au niveau du premier responsable. Et là, je pense que d'ici quelques temps, il va y avoir la mise en place d'un groupe. C'est ce que j'allais dire, justement. Voilà. Avec toutes ces recherches que vous mettez en place, ces études, ces scientifiques qui travaillent durement, vous avez en principe l'impact de prise de décision. Voilà, Hamid le sait. Avant, on était dans la confrontation. Je ne vous le cache pas, je vous le dis. Carrément. C'était dans la confrontation. On dit, voilà, il ne faut pas construire ici. Et puis, ils construisent ici parce qu'il y a un problème de message qu'on n'arrive pas. Nous, on s'en fout parce qu'on n'est pas. Vous parlez des zones inondables, justement. Voilà. C'est un vrai drame. Et comment faire pour essayer d'alerter, affiner l'alerte? Vous disiez, pas plus tard qu'hier, sur une chaîne nationale, la radio en l'occurrence, 80% des zones inondables au milieu urbain ont été urbanisées. Dans certains wilayats, c'est plus. Les grandes métropoles d'Algérie, c'est plus. Alger, il y a 101 oued et cours d'eau. Allez-y, faites un tour. À Cheraga, Al-Hamiz, Rouiba, ici, Oued Khorish, partout. Rayat, Rouiba, tout est construit. Le lit d'oued, le lit mineur. Alors que dans la loi 0420, nous avons dit interdiction absolue de construire sur le lit majeur, c'est-à-dire au moins 800 mètres de part et d'autre. On fait des forêts, des lieux de loisirs, stades, des machins. Là, je vous emmène à Oued Qawish, Oued à Cheraga, Oued Zouewa, Oued Bni Msous, Oued Fayette. C'est à l'intérieur de là où coule l'eau en été. C'est construit sur le lit de l'Oued. Le lit mineur. R plus 14. R plus 14, R plus 12. C'est des privés qui ont tout ça, c'est parce que le problème, c'est pas l'inondation. Moi, ce qui me tracasse, c'est le séisme. Le lit d'Oued, généralement, sur 150 mètres, c'est des sols liquéfiables. C'est-à-dire, à 6, c'est ce qui s'est passé à Boumerdès, à Corso. Quand vous avez les silos stratégiques des mastodontes de béton qui se sont fissurés, qui se sont arrachés, cisaillés en l'espace de quelques secondes, là, ça me fait peur. Et là, c'est mon métier. Vous savez, moi, je simule. Moi, je ne suis pas journaliste, et je ne suis pas un philosophe. Moi, je calcule. Je vous dis à quel degré
à quelle magnitude tel ou tel immeuble s'effondre. Il s'effondrera. Voilà, c'est terrible de pouvoir de prévoir ce genre donc, de catastrophe et surtout d'évaluer ces risques et surtout pour la population qui est en danger d'ailleurs. Hein. Absolument. Le risque est là, il faut vivre avec, mais il faut aller affiner la prévention, professeur. Oui. Nous n'avons jamais dit qu'on va éliminer le risque. On a dit on va réduire. La stratégie de prévention a pour but de réduire le risque à un degré minimal, c'est tout. Et réduire le risque, ça veut dire réduire les pertes en vies humaines, réduire surtout également les pertes économiques. Vous savez, il y a plus de 25 milliards de dollars de pertes depuis 2001. 25 milliards de dollars que nous avons estimés, nous, et on demande à l'État de faire son estimation. Quand vous dites vous, c'est que le club des risques majeurs. 25 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Bah oui. Comme chaque année, à l'arrivée bien sûr de l'hiver, il faut nettoyer les ravaloirs et donc et ça encore une fois, on l'a vécu. C'est les collectivités locales. Et puis adapter quand même l'urbanisme, c'est pas possible. Et puis, occuper le territoire aussi, professeur. En 2010, dans le SNAT, nous y avons le schéma national de l'aménagement du territoire. Nous avons dit, avec l'équipe qui était en place, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le but du SNAT, c'était comment délocaliser 3 millions à 4 millions d'Algériens vers les hauts plateaux et vers le sud et le Grand Sud. Pourquoi ça n'a pas été fait? Il a été abandonné en 2010. Alors, on est tous concentrés ici. Pour arriver ici, j'habite probablement à 6-7 km, ça m'a pris 1 heure. Alors, cette terrible équation, si on peut demander au professeur, qui est mathématicien d'origine, j'allais dire de la résoudre, plus de 90% des Algériens vivent sur un peu moins de 10% 1,7% du territoire. Voilà, du territoire. Le reste, les 90% du territoire, c'est vide. Et c'est vide. Moi, je vais être plus pragmatique. Il y a l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares. Il y a uniquement 30 millions d'hectares qui sont occupés. Alors, et 208 millions comme ça, c'est le Tout est concentré au nord, bien sûr, et des grandes villes. Non, il y a eu des séminaires à l'INES, c'est un institut respectable. L'Institut national d'études et de stratégie globale. Quelque temps, il y a une reprise en main, je pense par la présidence de la République. Donc il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans ce cadre-là, que ce soit le SNAT, réactiver le SNAT, un SNAT modifié, réactualiser la loi sur les risques, et j'espère que ça va se concrétiser. Inch'Allah. Alors, Hamid nous parlait justement du développement durable, c'est l'avenir bien sûr de chaque pays, et c'est aussi le mot d'ordre de toute la planète en général. Hein. Pour mieux vivre, il faut étudier justement ces risques majeurs, il faut étudier la nature et vivre avec. Nous avons la chance d'avoir le pays le plus vaste d'Afrique, un pays qui est baigné par le soleil. Nous avons un territoire très vaste. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée, nous avons la jeunesse, donc il y a une ressource humaine. Il y a l'énergie, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faudrait aujourd'hui prendre le taureau par les cornes, essayer de faire appel aux vrais spécialistes pour analyser et pour pouvoir se projeter. C'est notre pays, nous sommes condamnés à vivre tous ensemble sur ce territoire qui possède d'énormes richesses et on est capable de s'en sortir par nous-mêmes. Exactement. Eh bien, merci. 4 étages bioclimatiques. Voilà. Ce qui est très Exactement. C'est tellement rare et c'est tellement agréable d'avoir toutes les saisons en un seul pays. C'est les 4 saisons. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Hamid, pour toutes ces explications. Merci aussi à notre invité. Merci. Je rappelle donc, M. Abdelkarim Chelroum, vous êtes président du Club algérien des risques majeurs. Bon courage à vous. Merci. Et puis j'espère qu'on se reverra et que vous nous direz que finalement ça a été pris en charge par les collectivités locales. Voilà. Et qu'on n'aura plus à vivre ce genre de catastrophe, Inch'Allah. Merci, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, ça sera le printemps. Eh bien oui, ça sera le printemps. On en parlera d'ailleurs. On continue, je vous invite tout de suite à voir ce portrait, à suivre ce portrait signé Nessiba Jaïdir. Elle nous fait le gros plan donc, de la galerie Souhad Teyar, qui n'est pas une novice en matière donc, de galerie, de gestion de galerie, et surtout de ces artistes peintres qu'elle accueille très souvent dans sa galerie. Il s'agit donc d'une artiste qui a donc débuté dans les années 2008. Elle a ouvert sa propre galerie et vous allez voir l'entretien que lui a réalisé Nessiba Jaïdir. C'est aux alentours de 11 h qu'elle arrive tous les jours dans sa galerie.
Une galerie d'art que Souad Tayyar a ouvert il y a bientôt 13 ans. Le temps de s'installer, on désinfecte l'entrée. Et avant d'entamer le programme de la journée, on jette un coup d'œil sur les œuvres accrochées. Des œuvres signées par les permanents et les nouveaux talents de cet espace d'exposition. Un espace animé et géré par cette passionnée d'art avec un bon sens du relationnel. Une galerie demande beaucoup de sacrifices. Donc ce qui était au départ une passion, et c'est toujours d'ailleurs une passion, est devenu avec le temps, j'ai envie de dire, une obsession. On n'a pas envie de perdre sa galerie. On s'y attache. On s'y attache et on se dit qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler. Il y a beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de contraintes. Mais bon, on s'accroche quand même. Aujourd'hui, Aïda Galerie reçoit Kamel Boussif. Une galerie qui se veut un lieu d'exposition et de création. Tous les deux, ils sont sur un projet. Ils en discutent et échangent des idées. Très souvent, la mezzanine de la galerie est mise à la disposition des artistes. On peut y entamer une toile ou la terminer. C'est mon rôle en tant que galeriste que d'être à l'écoute de l'artiste. C'est un artiste de la galerie et donc je suis dans l'obligation d'être à ses côtés et de l'aider au grand maximum. C'est-à-dire je fais ce que je peux faire. Et là, donner un espace pour qu'il puisse exercer son art et travailler à son aise, je le fais avec plaisir. Souad Tayyar encourage la jeune création. Un livre d'art est en cours de préparation. Wissem Rahmani y participe activement par ses écrits. Après plusieurs séances de travail, cet ouvrage va bientôt voir le jour. Pour la galeriste, cette immersion dans le monde de l'édition contribue au rayonnement des œuvres des artistes exposants. Là, ça parle d'un livre d'art où on va parler de contes et d'illustrations par des artistes. Ceci va venir compléter ce que je fais, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que mon premier souci, c'est d'essayer d'avoir une traçabilité de nos artistes. Dans son programme d'activité, la galeriste prévoit une exposition consacrée aux enfants. Une manière de renforcer le rapport art et enfant et développer son potentiel créatif. À une semaine du jour J, on passe en revue une partie des dessins sélectionnés pour la circonstance. C'est un travail qui était prévu pour mars 2020. Puis bon, avec la pandémie, on a dû reporter tous nos projets. Il n'y a pas que ce projet. Là, on a décidé de le concrétiser, Inch'Allah. Et les travaux sont magnifiques, ils sont exceptionnels. D'ailleurs, on a du mal à croire que ça a été fait par les enfants. C'est très très beau ce qu'ils ont réalisé. Des dessins réalisés en atelier dans une école sous l'animation du plasticien Nordin Hamouche. Nordin Hamouche, qui fait partie aussi des habitués de la galerie où il expose en permanence. Dans sa petite galerie qui a fait le bonheur de pas mal d'artistes, que je connais depuis 2009, quand même c'est un peu ma galerie, je suis chez moi, chez Aïda, d'où j'ai fait quand même 5 à 6 expositions chez elle. J'estime que c'est une galerie, je le dis et je le redis, c'est une galerie professionnelle, qui galère en quelque sorte, mais qui tant bien que mal résiste. Dans cette belle aventure artistique, Souad Tayyar s'est lancé un défi qu'elle a pu relever contre vents et marées. Dans son métier de galeriste, sa vie de tous les jours, des moments de joie et des moments de blues, battante et toujours volontaire, que d'obstacles surmontés, mais toujours avec cette perspective d'aller au bout de ses rêves et de sa passion.
Voilà, c'est une artiste elle-même puisqu'elle a beaucoup d'idées dans le domaine de la décoration et c'est pas Nassiba qui nous dira le contraire. Bonjour Nassiba. Bonjour. Bonjour Comment ça Amel, va? bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mercredis. Ça va très bien. Bon, on a vu la galerie Oui, Souad Tayyar. vous lui avez consacré un portrait Oui, à l'occasion de la journée de la femme. De la femme, absolument. D'habitude, on parle des artistes. Cette fois-ci, c'est Souad Tayyar à l'occasion de la journée internationale des femmes, Une le galeriste. droit de la femme, qui est à l'honneur, absolument. C'est une galerie, vous l'avez annoncé dans le chapeau. Voilà, très dynamique. Elle existe, elle a ouvert donc en 2008 et depuis, elle a vu beaucoup d'artistes ça fait défiler. 13 ans d'existence, 13 Ouais. ans d'existence. Et c'est une battante, hein. Franchement, elle n'a pas baissé les bras et pourtant, c'est pas très facile. Il y a Voilà, beaucoup de un contraintes, mais comme j'ai si bien dit dans le reportage, contre vents et marées, elle continue cette belle aventure artistique. Elle a fait des études en management et comme elle est passionnée par l'art, elle a des connaissances artistiques, elle s'est dit pourquoi pas ouvrir une galerie d'art. Pourquoi pas. Voilà, c'est donc Aïda Agency, hein, Voilà. qui a plusieurs départements. Elle est dans l'édition, le livre d'art, qui Bien accompagne sûr. les expositions. Elle est aussi, elle est décoratrice d'intérieur, faut pas l'oublier. Elle aménage son espace C'est avec une beaucoup passionnée, de goût. comme je l'ai dit. Absolument. On a eu l'occasion de visiter sa galerie Oui. et on a vu sa passion pour les objets anciens, pour Tout à fait. donner vie aussi Absolument. à certains Elle objets. Elle redonne vie à tous ces objets. Elle aménage sa galerie avec beaucoup de goût. Et elle est décoratrice d'intérieur. Donc, et puis bon, c'est une des qualités requises. Hein. Bien sûr. Pour être galeriste, il faut avoir beaucoup de connaissances dans le domaine de l'art, des connaissances artistiques et aussi être branché aussi dans la décoration. Hein. Voilà. Et Parce une que pour femme- mettre en scène toutes ces œuvres d'art, mettre en Tout à avant fait. ces artistes, elle se veut comme l'intermédiaire entre l'artiste, le collectionneur d'art, l'acheteur aussi. Elle est là. Pour essayer de montrer toutes ces belles choses Absolument. Bon, et ça n'a pas été convaincre. facile durant la pandémie parce qu'il y a eu fermeture de la galerie. vrai. Elle est aussi en location, c'est pas facile aussi. Hein. Il y a tous les mois des loyers à payer pour les Voilà. galeristes d'une manière générale. Oui. Donc ça Vous avez galère. fait un gros plan, en tout cas, sur ce Absolument, métier également, Mais comme qui est elle un aime métier pas énormément facile. son métier de galeriste, donc elle est là, elle se bat tous les jours. Voilà. Et puis, Eh ben, on pour la salue continuer si elle nous cette regarde belle ce aventure. matin. Tout à fait. Et puis, c'est une femme parmi tant d'autres que vous avez rencontrées et que vous avez mis à l'honneur, tout comme les artistes que vous allez donc nous montrer Absolument. ce matin Donc, à travers cette belle exposition cap, donc, sur la collective. galerie Beya. La galerie Beya qui se trouve au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et qui abrite une belle exposition de peinture, donc très contrastée, au style varié aussi. Il y a différentes tendances, influences aussi. Et il y a 11 femmes qui sont à l'honneur dans cette galerie à l'occasion de la célébration du 8 mars. Juste à côté, il y a aussi une exposition d'artisanat juste à côté de la galerie. Donc les Voilà, femmes absolument, donc, qui sont à l'honneur. dans l'entrepreneuriat Voilà, notre féminin. collègue Maya Amrani s'est rendue dans cette galerie aussi pour mettre en valeur toutes ces femmes artisanes. Donc moi, je me suis attardée à la galerie Baya pour mettre à l'honneur toutes ces femmes artistes. Alors, parmi ces artistes peintres, il y a des artistes confirmés, il y a de jeunes talents. Parmi elles aussi, il y en a qui n'ont jamais exposé, comme Fariel Dahmel, qu'on va découvrir dans un petit moment dans le reportage. Autodidactes. Il y a des autodidactes. Donc, c'est une exposition, ça travaille sur différents supports. Elle est très contrastée. Ça va du figuratif à l'abstrait en passant par le semi-figuratif, l'impressionnisme, l'expressionnisme, différentes influences. Et bon, c'est une exposition collective, c'est toujours un espace de rencontre, d'échange. Bon, je n'ai pas eu cette chance d'aller le jour du vernissage, j'ai pas pu y aller, mais au lendemain pour plusieurs raisons, mais au lendemain du vernissage, j'étais présente et j'ai pu rencontrer deux femmes artistes. Hein. Voilà. La veille, il y avait le vernissage, on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de monde. Oui, sans doute. Beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, des retrouvailles aussi, hein, parce que ça reprend vie. Avec la pandémie, c'était pas évident. Juste auparavant, il y a eu aussi une belle exposition
exposition. J'étais présente au vernissage consacré à la Serbie, le regard des artistes algériens sur la Serbie. C'était une belle exposition. Et là, c'est une exposition aussi quand même assez colorée, une palette riche, diversifiée, où chacun y met, disons, son talent, son amour pour l'art. Chacun s'y met à sa manière. Tout à fait. Ce champ thématique et créatif. On va pas en dire plus. On va voir cette belle exposition. Ça se déroule au Palais de la Culture. La Galerie Beya nous invite à la découverte de ces belles œuvres. Regardez. À la Galerie d'art Beya, les femmes peintres sont à l'honneur. Dans une exposition contrastée et au style varié, chacune d'entre elles participe avec des œuvres. Des œuvres d'art puisées dans les collections des unes et des autres. Pour la circonstance, la direction du Palais de la Culture Moufdi Zakaria a sélectionné un certain nombre. Dans une ambiance de couleurs, on célèbre le 8 mars. Au lendemain du vernissage, nous avons rencontré deux exposantes. Ratiba Aïd Shafa et Feriel Dahmani ont en commun de la passion pour l'art. Je suis toute contente justement, à prime abord, de retrouver le rituel du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, de retrouver après cette longue léthargie, pas pour l'artiste, parce que l'artiste, le confinement n'avait pas d'effet sur lui, parce qu'on a beaucoup travaillé, mais sortir de la léthargie des expositions et de retrouver cette ambiance, de retrouver le monde, de retrouver les artistes. Contente de retrouver les gens à feu justement des expositions, de sortir et de regarder ce que font les artistes pendant ce confinement. En fait, c'est ma première exposition. Le déclic, je l'ai eu il y a, on va dire, il y a quelques années, c'est tout. Donc, en fait, j'avais participé à un team building où il y avait un concours de peinture et de dessin. Et c'est à partir de là que j'ai eu le déclic. Donc j'ai commencé à dessiner et tout le monde a vu que je dessinais bien. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas, je vais pas développer ça. Je vais faire une petite formation, voilà, améliorer ce que je connais déjà. Dans cette exposition collective de peinture, ces artistes se laissent guider par leur ferveur artistique. Elles sont 11 à présenter leurs travaux artistiques. Des travaux mis en scène par l'équipe chevronnée du Palais. Dans ce champ thématique et créatif, ces femmes peintres laissent parler leur imaginaire. Chacun de ces tableaux raconte sa petite histoire. Des tableaux avec en toile de fond toute une symbolique en action. Ma thématique elle est intitulée « Le temps d'un regard ». Le temps d'un regard parce que ma pensée est partie justement vers cette pandémie où le temps passe, il n'a pas d'effet sur nous et pourtant, tant de choses se sont passées. Tant de choses. Il y a eu beaucoup de disparus malheureusement et je pense une pensée vraiment triste et sereine pour mon ami Galadi qui est parti pendant cette pandémie. Et à partir de là, j'ai pensé qu'il fallait parler du temps, comme Saint-Augustin disait, si je ne parle pas du temps, je le sais, mais si on me pose la question sur le temps, je l'ignore. Et c'est à partir de cette phrase que j'ai essayé de matérialiser mon spirituel sur papier et sur toile. Dans un art en mouvement, formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacune son mode d'expression. La peinture, c'est leur passion et leur moyen d'évasion. Attentives à tout ce qui les entoure, elles traduisent leurs émotions d'artistes. Dans ces peintures, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Avant, quand j'ai commencé, j'ai fait la nature morte, j'ai fait un peu la Casbah aussi, j'ai fait
un tableau ou deux de paysage, mais par la suite, je me suis un peu plus penchée vers, le cubisme et l'art africain. Après, Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, et comme vous le savez, cette émission est sponsorisée par notre partenaire Coral Peinture. Nous continuons notre programme avec Nassiba Djaïdir. Vous avez pu voir cette belle exposition. Vous avez le temps encore d'aller la voir, parce qu'elle est toujours en place, n'est-ce pas, au niveau donc, de la Galerie Baïa du Palais de la Culture. Jusqu'au 20 mars de ce mois. Jusqu'au 20 mars, donc on a le temps d'aller découvrir, redécouvrir. Et discuter justement avec certaines, parce qu'elles sont, certaines sont présentes, en tout cas à tour de rôle. Voilà, elles vont se relayer certainement, parce que la plupart d'entre elles travaillent, donc c'est pas possible d'être là-bas en permanence, mais je pense qu'elles vont se relayer, faire un petit programme, mais il y aura toujours 2 ou 3 artistes. Voilà, vous en avez rencontré 2 d'ailleurs. Voilà, le jour de mon passage, les autres n'ont pas pu venir malheureusement parce qu'elles étaient là la veille. Aïd Chafa qui n'est plus à présenter, puisque c'est une artiste qu'on a. Absolument, ça a été de belles retrouvailles pour moi aussi, parce que je n'avais pas rencontré cette artiste depuis très très longtemps. Et puis une découverte aussi pour Fariel Dahmani qui fait son entrée. C'est sa première exposition, Fariel Dahmani, donc elle était très contente de participer à cette exposition collective de peinture. Très dynamique, elle découvre aussi elle-même son talent. Elle travaille aussi dans la vie courante, elle est attachée de communication dans une compagnie d'assurance. Et très jeune, elle a commencé à dessiner. Et puis il y a eu un beau jour, il y a eu un petit déclic qui a fait qu'elle se consacre de plus en plus à la peinture. Comme elle a si bien dit, elle a commencé par faire des casbahs, des paysages, des natures mortes, et puis maintenant elle essaie de se spécialiser dans l'art africain. On a eu un avant-goût de ce qu'elle fait dans cette exposition. Très jolie, avec beaucoup de couleurs. Oui, beaucoup de couleurs. Et l'art africain. Absolument. Et puis elle se projette d'organiser une exposition, d'exposer à titre personnel, pourquoi pas, dans très peu de temps. Et puis ça lui a permis de rencontrer pas mal d'artistes aussi. Exactement. C'est des échanges, des rencontres, des échanges d'idées entre artistes. Dans une expo collective, il y a toujours, ça stimule, il y a les unes et les autres. Et après, on y prend goût. On y prend goût, absolument. Et Aïd Chafa, bon, ça faisait longtemps quand même que je ne l'avais pas rencontrée. J'ai eu à découvrir cette artiste il y a quand même quelques années, et elle a quand même fait un bon bout de chemin. Formidable artiste qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Formidable. Et puis, qui était là aussi à organiser des expositions au Bastion 23, au Palais des Raïs. Elle a eu à organiser beaucoup d'expositions, et elle était toujours à l'affût de jeunes talents. Elle nous a fait découvrir beaucoup d'artistes aussi. Même durant Octobre Rose, d'ailleurs, elle a participé pour essayer donc de sensibiliser à sa façon, à travers des toiles, des tableaux. On a pu aussi la voir. C'est un espace Espaco, absolument. Exactement. Et puis Espaco, en parlant d'Espaco, c'est une galerie malheureusement qui a fermé ses portes. Elle a eu, Ratiba Aïd Chafa, organisé des résidences artistiques. Et c'était formidable. On l'a vu travailler, partager, échanger avec ces jeunes artistes au travers des résidences artistiques. Ça stimule aussi les résidences artistiques. J'espère, bon, il y a eu la pandémie, donc ça a freiné pas mal d'activités. J'espère, Inch'Allah, que ces résidences vont reprendre, absolument. Inch'Allah. Voilà, et puis en parlant de Ratiba, on a vu ses œuvres d'art. Elle est sur une nouvelle série, et durant le confinement, comme tant d'autres artistes, elle a eu à travailler
sa peinture. Ça lui a permis de travailler, réfléchir, et dans sa dynamique artistique, elle est là à avancer, à explorer, à rechercher dans le domaine de ses recherches, dans sa peinture. C'est toujours des avancées, hein, des recherches. L'artiste ne s'arrête pas. Dans sa démarche artistique, il est en perpétuel renouvellement, je dirais. Voilà. Exactement. Et il y a eu d'autres artistes aussi, comme Karima Sahraoui, que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer, que j'ai pas eu l'occasion et le plaisir de rencontrer, de l'interviewer, mais Inch'Allah, ça se fera peut-être prochainement dans d'autres expositions, d'autant plus qu'elle est sur un projet. Je vais pas divulguer ce qu'elle fait, mais elle est sur un projet assez important. En tout cas, par votre biais, on a eu l'occasion de voir toutes ces artistes. Il y a eu aussi Jazia Cherih aussi, la miniaturiste. Et puis bon, certaines n'étaient pas présentes aussi parce qu'elles étaient sur Boussaada aussi, une bonne partie, comme Jamila Bebsia. En tout cas, par le biais de votre rubrique Mosaïque, on a eu le plaisir d'avoir toutes ces femmes pratiquement sur nos plateaux, à travers des expositions collectives ou individuelles. Ces femmes qui mettent à l'honneur notre peinture algérienne. Et la doyenne, on ne l'oublie pas, Souhila Belbahan, Selmou Aliha également. On a eu l'occasion aussi de la voir. Absolument. Bon, elle n'était pas présente pour cette exposition, mais j'espère qu'elle va très bien. Et peut-être qu'on lui rendra, on va lui rendre visite, Inch'Allah, et hommage à travers la rubrique et l'émission Bonjour d'Algérie. Bien, merci beaucoup, Nassiba. Donc, rendez-vous pris pour la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine, juste si vous permettez, la galerie Aïda Galerie organise une exposition. On a eu un avant-goût du travail des enfants, les masques, réalisés en atelier par l'artiste Hamouche. Le vernissage aura lieu ce samedi 13 mars. Très bien. Alors, le rapport aux exposition consacrée aux enfants, exclusivement aux enfants. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nassiba. Merci à vous. À mercredi prochain. Inch'Allah. Et puis, je vous invite tout de suite à apprécier cette belle chanson de notre artiste qu'on va retrouver dans un tout petit moment, Rachid Rezagui, qui lui chante et rend hommage à une grande dame aussi de la littérature algérienne, Djouhar Amhis. On se retrouve juste après. عين السعيد وريت متاث وريح واج ثوياث يعداني قسعة يا ذين تشبي حان الوقاث إلا ذفر غرزات ذا سقيف العنان يا نمر فنا الجوهر تبريدي مران الظفار نمر فنا الجوهر تبريدي مران الظفار كذا زالي ثمردي بالقيمة يما ولاني مسبت القداثة مقاط سني في جرب وغريدي اسلم الذاع ويني مس الحرمة غامت وساكور ثبوي الثمازيق بالدور في السوقنا لاكل تبك صدير ناس تسبور عزر غرميات مقبل يكسب ولا غدوة تسدى يلي سدمور تنمير فنا لجوهر تبريدي مران الظفر تنمير فنا لجوهر تبريدي مران الظفر
الباريس القلم ود الشيعة يوخم أبريد يسقل ذاتوت خلي الثبور تبلي والسالة الناد مسلم تكذب ودا ما ينوت آخر بس يشفى كلام أشحال جلد ربا انت مسنيت وغير الأخوت أسلم ذي سعى زالس خليني أدنى سمحي سلعي بس الراد الصوت تنمير فنال جوهر تبريدي مران بفر تنمير فنال جوهر تبريدي مران بفر. Voilà, en tout cas, un bel hommage à une grande dame que nous aimons tellement à Bonjour d'Algérie. Et elle-même, elle nous le rend bien parce qu'elle adore venir dans notre émission. La salue, je sais bien qu'elle regarde notre émission ce matin. Madame Johara Mhis, on vous embrasse très fort au nom de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Eh bien, avec nous, un monsieur qui lui a très bien rendu hommage, monsieur Rachid Rezaghi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je suis très heureux d'être encore une fois à Canal Algérie et surtout au Bonjour d'Algérie. Merci à vous. Je suis venu bien sûr avec mes bagages, avec les bras chargés, hein. avec mes livres, avec mes CD, avec ma poésie, avec ma culture et ma mémoire. Exactement. Et on pourrait vous interviewer sur la littérature, parler de musique. Tout pourrait nous intéresser. En tout cas, tout nous intéresse et intéresse le téléspectateur qui nous suit, qui nous regarde. Surtout, disons, la poésie, parce que bon, ma passion première, c'est la poésie. Et j'ai toujours présenté la poésie avec un autre art. J'ai commencé à travailler la poésie donc au début, dans les années 90. Et bien sûr, après une carrière professionnelle, académique, vous avez donc exercé plusieurs métiers, vous étiez dans les ressources humaines, je suis surtout, bon, je suis de formation juridique, donc j'ai fait la faculté de droit d'Alger dans les années 74-78. Puis je suis rentré à l'entreprise où j'ai fait une formation en post-graduation au management des ressources humaines et j'ai pratiquement à ce jour une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine du management des ressources humaines, qui est aussi de l'art, le management des ressources humaines, parce qu'on travaille sur de la matière vivante. C'est très, très important. Donc ça fait appel à la personnalité et ça fait appel au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Exactement. Voilà, et d'une manière générale. Gérer aussi les personnes. Oui, c'est ça. Alors vous avez aussi eu une carrière internationale, hein, justement dans ce domaine-là. Effectivement, j'ai terminé ma carrière dans un institut supérieur de traduction de la langue arabe, qui dépend de la Ligue arabe, ici à Alger, voilà, où j'ai fait quelques années en tant que directeur d'administration et des finances. Je salue l'équipe de l'ISAT, de l'Institut, s'ils nous regardent. Voilà, on a passé des moments. Et vous avez transmis le relais, vous avez donné le relais à d'autres personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine-là. Dans un cadre qui se dit un véritable cadre qui a fait l'université. Son rôle, c'est de former les autres. Tout à fait. C'est effectivement de travailler, mais c'est aussi de donner son savoir et son savoir-faire aux autres. Savoir passer le relais. Le plus important, c'est de former autour de lui. Parce que si on ne forme pas autour de nous, ça veut dire qu'on n'a rien fait en fin de compte. Une société qui est en marche, une société vivante, une société qui évolue avec son temps. Bien sûr, parce qu'effectivement, dans tous les domaines, y compris dans la musique, dans la poésie. C'est-à-dire, comme on dit, le principe, disons, fondamental qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Effectivement, chaque poète a pris de l'autre. Il a rajouté lui-même, mais chacun rajoute un petit peu, mais tout un chacun a pris de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et justement, dans ce temps-là qui vous restait de concentration, vous avez voulu le consacrer à l'écriture, à la poésie. Vous avez édité 3 ouvrages déjà. Effectivement, le premier a été édité en 2009 chez Publisud à Paris. Les mots.
des mots pour dénoncer les mots. Des mots pour dénoncer les mots. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, mais la poésie est construite sur les mots. Ouais. Les mots, effectivement, parce qu'un poète vit... Toute cette détresse de certaines personnes. Le poète vit à l'intérieur de la société, et c'est à partir de là, parce qu'il a une sensibilité intelligente, et qu'il a ce don de pouvoir, disons, de pouvoir dénoncer à sa façon, parler à sa façon, avoir une prémonition également. Un poète, on dit bien que le poète est le témoin de l'avenir. Et aussi raconter l'histoire à travers la poésie. Oui. Donc, et la poésie, c'est très difficile parce que justement, vous devez choisir certains mots pour pouvoir impacter aussi le lecteur et pouvoir le toucher sans sa fibre. La poésie ne s'apprend pas à l'école. La poésie est un don. Et ce don divin, Dieu merci, qui m'a été donné, comme il a été donné à d'autres poètes, la poésie, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire c'est des mots qui viennent comme ça. C'est la force de l'émotion, de l'inspiration qui fait que les mots jaillissent et qu'ils se mettent sur une feuille à travers... Vous avez toujours votre petit carnet sur vous, justement, en tant que généralement, j'ai toujours un stylo, là où je suis. L'inspiration vient... Moi, personnellement, l'inspiration vient surtout au petit matin. Vraiment très tôt, ça m'arrive de me réveiller et d'avoir un sujet en tête ou quelque chose. Le calme. C'est à ce moment-là que j'écris. Soit j'écris carrément un poème, soit je fais déjà l'ébauche pour pouvoir par la suite le terminer. Généralement, c'est au petit matin ou très tard le soir. C'est à peu près les moments où j'ai un peu plus d'inspiration, surtout le calme. Oui, c'est surtout à travers le calme. Un autre ouvrage que vous avez donc édité est toujours bien préfacé à chaque fois. Donc vous avez le plaisir, Effectivement, le premier ouvrage a été préfacé par Jawdat Kassouma. Oui. Le deuxième ouvrage qui est là, que j'ai édité avec Édition Barkat, Jaïsement de mots, qui a été préfacé par un grand monsieur de la littérature, que nous saluons également. Professeur. Et il est professeur d'université, il est également membre de l'Académie africaine des langues. Exactement. Et que je voulais dire, il ne faut pas oublier aussi les illustrations, parce que je disais tout à l'heure, la poésie, je l'ai toujours associée à un autre art. Ici, j'associe la poésie à la peinture. Donc, je présente ma poésie avec de la peinture. J'ai travaillé tout à fait au début avec... Karim Sergoua. D'abord avec Mohamed Arbi Guita, qui est actuellement au Canada, que nous saluons, le fils de Monsef Guita. Puis je me suis lancé avec Karim Sergoua. C'est pratiquement tous mes ouvrages. C'est Karim Sergoua. Karim Sergoua qui vous a fait l'illustration. Parce qu'il Ce sont des artistes aussi qui sont reconnus. Donc vous vous entourez toujours de personnalités qui vous parlent. Il se trouve que, Mohamed Arbi Guita, je ne le connaissais pas dans les années 90-2000. C'est quelqu'un qui me l'a présenté, c'est Delil Sassi, que je salue, un grand artiste également, que je salue à partir de là, qui m'a présenté Mohamed Arbi Guita. Puis, Mohamed Arbi Guita étant parti au Canada, j'ai commencé à travailler avec Karim Sergoua. Karim Sergoua, c'est un ami d'enfance, c'était un enfant du quartier, je connais toute la famille. C'est tous des musiciens et des artistes dans la famille. Beaucoup de choses. Sergoua et moi, nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons surtout des combats. Des combats, des valeurs. C'est la raison pour laquelle on a toujours pu travailler en symbiose, lui et moi. Voilà, l'amour de la culture aussi algérienne. Oui, bien entendu, la culture. Bien sûr, qui vous parle à chaque fois. Donc ce dernier, Sur le chemin des loups, Sur le chemin des loups, sur le chemin des loups, c'est aussi... effectivement, c'est le dernier qui est sorti en 2016 avec Dar al-Athmaniya. Là, la préface est de notre grande dame, Johara Mhis Ouksel. D'ailleurs. Et Johara Mhis Ouksel, elle m'a dit, moi, je n'ai jamais fait de préface pour la poésie, mais je vais,
quand je l'avais rencontré, mais je vais lire votre œuvre parce qu'elle est très rigoureuse, Madame Amhis. Je vais lire votre œuvre et je vais voir ce que ça va donner et ce que je vais faire. Bon, par la suite, elle a gentiment préfacé. Elle a effectivement fait une très très belle préface et qui a rajouté beaucoup à l'œuvre, effectivement. Voilà, magnifique. Effectivement. Magnifique. Et vous vouliez lui rendre hommage d'ailleurs dans cette émission. Bien entendu, à chaque fois, vous savez, des personnes comme Nadjouhar Amhis, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont voué toute leur vie à la culture, à au l'enseignement savoir. Et à la transmission, elle aussi. Oui, bien sûr. Elle est actuellement en phase de restitution, donc elle voudrait, parce qu'elle a senti qu'il y a un grand problème dans la société algérienne. C'est le problème de la mémoire, de la transmission et de la lecture. Oui. Chez nous, malheureusement, nos écrivains, nos auteurs ne sont pas à l'école. Ne sont pas lus, ne sont pas étudiés à l'école. C'est très grave. Donc, elle a pris conscience de cette situation et elle a créé, avec les éditions Casbah, elle a créé une rubrique de jeunesse où elle présente les auteurs algériens, à sa manière, avec une pédagogie très particulière et une dextérité vraiment de haut niveau. Et ça, dès que vous commencez à lire la présentation de Djouhar Amhis, vous avez envie de lire toute l'œuvre de l'auteur. Par exemple, quand elle a présenté Assia Djibar, quand elle a présenté Mohamed Dib, quand elle a présenté Tahar Djaout, Ben Hadouga, elle en parle tellement bien, Fanon et tant d'autres. Chaque fois que vous lisez, quand vous lisez déjà le livre de présentation de Dieu, vous avez envie d'aller vers l'œuvre de l'auteur. Et ça, c'est une technique pédagogique très intéressante, effectivement, que Nadjouhar développe. En tant que jusqu'à présent, formidable pédagogue, parce qu'elle a toujours aussi été enseignante et responsable avec les enfants, bien sûr, mais c'est ça justement, c'est cette expérience qui lui a donné cette expertise dans la pédagogie, de pouvoir transmettre ce savoir d'une manière très simple. Oui, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Alors, vous vouliez lui offrir un chouïr ce matin? Alors, ce chouïr que je l'offre à Nadjouhar, d'ailleurs, Nadjouhar le connaît, je lui ai déjà déclamé, parce que je l'ai déjà déclamé en public. Dans cet échouïr, je fais parler Assia Djibar, parce que j'ai été vraiment touché, très très touché par la vie, le parcours et surtout la vie de Assia Djibar. Assia Djibar, surtout dans le dernier livre qu'elle a écrit, Loin de Médine. Loin de Médine, où elle a été loin, vraiment très loin, et nous ramener la lumière. Elle nous a ramené la lumière. C'est la raison pour laquelle Mohamed Dib l'a dénommée une figure de l'aube. Assia Djibar, une figure de l'aube. Ça a été aussi repris par Nadjouhar dans plusieurs conférences et dans son livre. Donc, j'ai imaginé Assia Djibar, à la veille de ce 8 mars, délivrer un message à son peuple, où elle dit ابغي غادروغ خاقر الدماغ القلام تروغ خاقر ثقمت يرزات منوغ خاقر عيفكين الطاذلوغ خاقر سليغين الجوهر السوغ
خاقغ خاقغ يزرف نحوجنا من نور خاقغ خاقغ سليغي فضمان سمر السوغ خاقغ خاقغ يزرف نحوجنا من نور خاقغ خاقغ افتفتل تني اللكول خاقغ خاقغ غرغر السينات مقول خاقغ خاقغ تبرك ثقمات ملول خاقغ خاقغ ثفث وقد المعقول خاقغ خاقغ لهلكي حوز اللكول خاقغ خاقغ نسو سمور نسعيول خاقغ خاقغ قولي وين هوال خاقغ خاقغ شقاع غوني دوال. Merci beaucoup. Justement, ça va faire plaisir à beaucoup donc, de personnes qui vont se reconnaître à travers ce texte et qui un hommage à toutes les femmes surtout et rendre hommage à Essia Djebbar. À toutes les femmes qui ont pris conscience de la condition de la femme et qui se sont battues et qui se battent encore pour les droits de la femme. La femme a besoin d'épanouissement. C'est ça. Elle n'a pas besoin qu'on lui offre telle ou telle chose matérielle. Elle a besoin qu'on la laisse s'épanouir. Et à toutes les femmes, qui se sont battues, qui se battent, les femmes battantes, donc les combattantes, je dis avec des larmes de fierté, j'écris vos noms sur la lune. Vous représentez la dignité, le patrimoine et la fortune. C'est très beau. Merci beaucoup. Alors, l'actualité, on sait bien que vous maniez très bien le stylo, mais aussi, on l'a pu le constater, la voix et bien sûr le chant. Alors, vous venez de sortir justement un album, un tout dernier CD, c'est ça? Et c'est l'actualité, le Chabi. Vous avez donc plusieurs textes que vous avez donc signés, 8 textes. N'est-ce pas? C'est mes textes et ma mélodie. Je travaille avec un très grand musicien, le maestro Majid Bellamine, qui me fait l'arrangement médical. L'arrangement, effectivement, c'est un arrangement médical, l'arrangement musical. Et c'est grâce à lui que j'ai réalisé toutes mes œuvres musicales. Voilà. Alors, vous chantez bien sûr en kabyle et en arabe. Et vous avez donc des textes qui touchent un petit peu tout le monde. Pratiquement tout ce qui se passe dans la société, parce qu'un poète vit dans sa société et l'observe. Alors, on rappelle que vous allez vous signer vos ouvrages lors du Salon national d'Alger, d'ailleurs qui se tiendra du 11 au 20 mars à la SAFEX, pavillon A, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous y serez? Alors, j'y serai avec mon éditeur l'Atmania. J'ai une vente dédicace le samedi 13 mars à 15h. De 15h à 18h, je serai à la SAFEX pour les lecteurs. Voilà, je rappelle que c'est donc au niveau du pavillon central, pardon. Et puis, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir. Merci, moi qui vous remercie. Vous êtes très aimable. Et Canal Algérie a toujours accueilli la culture et c'est une très bonne chose. Yatek Saha, je rappelle Rachid Rzaghi. Vous êtes donc notre artiste aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se retrouvera dès demain à partir donc de 8h30 à partir de la station d'Oran. Au revoir et bonne journée. Merci à toute l'équipe. Au revoir. المرسول بالنية في المنام يحدث فيا. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coco Peinture.